Salut tout le monde, c'est Alion. Bienvenue pour une nouvelle vidéo sur le Seigneur des Anneaux. Aujourd'hui, nous allons parler du troisième deck de démarrage qui sera mis en vente normalement ce vendredi 11 mars dans les boutiques si tout va bien. Ce troisième deck de démarrage, il porte sur une autre thématique, celle du Gondor, des hommes du Gondor. On avait déjà parlé des elfes et des nains dans plusieurs vidéos précédemment. Aujourd'hui, nous parlons du Gondor. Ça va être intéressant parce que le deck en lui-même, personnellement, je le trouve... C'est pas mon style de deck. C'est pas qu'il est mauvais, c'est pas mon style de deck. Il commence à 32 de menaces, et pour moi, dans le cadre de la boîte de base, et juste d'un paquet scénario supplémentaire, ça j'aime pas, parce que dans la boîte de base, on a le troll de l'Anduin, et le troll de l'Anduin, il engage à 30, et c'est très dangereux. Sachant qu'ici, personne ne défend véritablement bien. Boromir a un petit peu de défense, mais c'est tout, on a le bouclier pour booster Boromir, et c'est pas extraordinaire. Donc du coup, le deck va nous inciter à défendre avec les alliés, et ça peut devenir très dangereux avec le troll, parce qu'on peut prendre énormément de menaces. Heureusement, il y aura des effets qui vont contrebalancer ça, mais pour moi, c'est pas suffisant. En tant que tel, je jouerai pas ce deck-là quand je ferai une vidéo sur la mécanique Gondor. Cela dit, c'est pas parce que moi je n'aime pas ça que le deck est forcément nul. C'est juste qu'il est pas fait pour moi. Mais alors, à part ça, peut-être que le deck est bien pour quelqu'un qui aime bien jouer ce qu'on appelle la vaillance. C'est une mécanique dont on va parler dans un instant. C'est une mécanique qui va nous inciter à prendre beaucoup de menaces très tôt dans la partie. Et ça peut se jouer, hein, bien sûr, mais c'est juste pas mon style. Cela dit, le pack en lui-même reste très intéressant parce que il va nous ouvrir plusieurs mécaniques différentes qui tournent ici autour du deck du Gondor, enfin de la thématique Gondor, mais c'est plusieurs mécaniques qui seront intéressantes pour les nouveaux joueurs. La première de ces mécaniques, c'est celle de Boromir. Donc là, ça va être une mécanique un peu classique par rapport aux elfes sylvains et aux nains, c'est-à-dire qu'on va booster les alliés. On va compter sur les alliés pour nous aider. Donc ici, Boromir, tant qu'il a une ressource dans sa réserve de héros, les alliés Gondor gagnent plus 1 d'attaque. Donc on est dans un effet un peu similaire à celui d'un pied d'acier. D'un pied d'acier, c'est la condition, c'était qu'il soit redressé pour que les nains aient plus 1 d'attaque et plus 1 de volonté. Et là, Boromir, c'est une ressource dans sa réserve de héros. Et là, c'est les alliés, attention, pas les héros, hein, les alliés uniquement ont plus 1 d'attaque. Par contre, il s'associe très bien à un attachement qui est le commandement visionnaire, un attachement qui coûte 2 dans la sphère commandement, et on attache un héros Gondor, donc ici on va l'attacher à Boromir plutôt, en règle générale. Tant que le héros attaché a une ressource dans sa réserve de héros, les personnages Gondor gagnent plus 1 de volonté. Donc là, c'est les personnages sur cet attachement, pas les alliés, donc ça concerne les alliés et les héros ici, alors que la capacité de Boromir était dédiée uniquement aux alliés. Et donc on se retrouve finalement avec un effet très similaire à celui d'un pied d'acier. Un peu plus difficile à mettre en place, hein, parce que garder une ressource, déjà il faut trouver l'attachement pour le commandement visionnaire, mais en plus il coûte 2, déjà c'est pas rien. Il est unique, ça c'est pas très grave, mais ça veut dire que les 2 autres exemplaires seront morts une fois que Boromir aura son attachement. Et il faut garder une ressource sur sa réserve de héros, et ça c'est pas facile parce que quand on veut jouer sur les alliés, on a besoin de ces ressources pour payer les alliés. Et donc du coup, laisser une ressource, c'est pas non plus n'importe quoi, hein, il faut pouvoir se le permettre. En milieu de partie, ça va parce qu'on trouvera l'intendant, hein, c'est pour ça que l'intendant est ici, on trouvera l'intendant. Donc on pourra se le permettre d'avoir des ressources en plus sur Boromir, mais en début de partie, au moment où on va vouloir jouer nos premiers alliés, ça va être un petit peu compliqué de garder une ressource sur Boromir. Alors personnellement, moi, ce que j'avais essayé de faire dans la vidéo de ma partie filmée, que je publierai un peu plus tard, c'était d'avoir, avant de jouer, Théodred. Et Théodred, donc il n'est pas Gondor, il est Rohan, mais par contre il nous permet, en phase d'organisation, de dépenser toutes les ressources de Boromir, et comme ça, on peut, si c'est nécessaire, on peut mettre une ressource avec la capacité de Théodred dans la quête, à condition bien sûr d'envoyer Boromir dans la quête. Donc de base il a 1 de volonté, donc c'est pas terrible, mais avec le commandement visionnaire il a 2, donc c'est déjà mieux. Et Théodred, avec l'intendant du Gondor, on peut lui mettre l'intendant sur lui, et si on fait ça, eh bien Théodred gagne le trait Gondor, et donc du coup il bénéficie également du bonus de commandement visionnaire. Donc on pourrait essayer de faire une petite combo comme ça, c'est pas extraordinaire hein, non plus, mais c'est sympathique. Donc cette capacité, enfin cette mécanique un petit peu autour du Swarm, elle est renforcée donc par le commandement visionnaire, je l'ai dit, mais elle marche très bien avec le Faramir de la boîte de base, c'est pour ça qu'ils l'ont mis ici. C'est-à-dire que Faramir, déjà, c'est un personnage Gondor, mais en plus de cela, Faramir, il incite à jouer beaucoup d'alliés, finalement, beaucoup de personnages,
pour que sa capacité soit intéressante. Donc c'est renforcé par cette carte de la boîte de base, c'est renforcé également par cette carte, donc je sais plus comment elle s'appelle en français, espèce de soldat de la citadelle, la garde de la citadelle, qui va coûter très cher, hein, 5 de ressources pour des statistiques pas terribles, mais par contre, sa capacité, c'est qu'on réduit son coût de 1 pour chaque allié Gondor en jeu. On a 5 alliés en jeu, il rentre gratuitement à celui-là. Et c'est plutôt bien vu parce qu'il est que en x2, et on veut pas forcément en x3, on risquerait de l'avoir en main de départ, et en main de départ, on n'est pas forcément prêt à le jouer dans le cadre d'un deck de démarrage, hein, on n'a pas forcément les moyens de jouer énormément d'alliés très vite, donc en x2, c'est suffisant pour le trouver potentiellement dans la partie, et donc le jouer en milieu de partie quasiment gratuit. Donc ça, c'est pour les capacités qui sont là. C'est renforcé un petit peu par cet allié qui va nous permettre de chercher un allié. Lui, quand il va rentrer en jeu, ce soldat du Gondor, il va nous permettre d'aller chercher un allié dans les 5 cartes du dessus de notre deck, et de prendre un allié Gondor parmi ces 5 cartes, ou prendre n'importe quel nombre d'alliés Gondor si notre menace est au-dessus de 40. Donc ça renvoie à une autre mécanique. Ici, la mécanique est aussi renforcée par cette carte-là. Alors, je sais plus du tout comment elle s'appelle, parce que c'est une carte qui est sortie très, très tardivement dans le jeu. Et elle nous permet donc, si on a au-dessus de 40 en menace, on peut redresser chaque personnage que l'on contrôle. Donc c'est héros et alliés. Donc ça, c'est pour la mécanique Swarm, qui pourrait être renforcée aussi. Ils l'ont pas mis là, parce que en même temps c'est bien qu'ils mettent pas trop de cartes de la boîte de base, il y en a déjà suffisamment entre Faramir, Gandalf, l'intendant du Gondor, c'est déjà un petit peu trop. Mais ça pourrait être renforcé par une carte telle que pour le Gondor, qui était un événement dans le cadre de la boîte de base qui n'est pas terrible, parce que il renforçait principalement les personnages Gondor, mais ici, comme toutes les cartes tous les alliés sont quasiment des Gondor, hein, sauf Gandalf, on va dire, eh bien, pour le Gondor prendrait tout son sens dans un cadre d'une telle mécanique qui tournerait autour de Boromir. Et puis, comme on a beaucoup d'alliés, eh bien, on peut se permettre de défendre avec ses alliés, parce qu'on n'a pas vraiment d'excellents défenseurs, hein. Boromir à 5 points de vie, ça c'est bien. 2 de défense, c'est bien, mais c'est pas non plus extraordinaire. Donc on pourrait le booster ici avec le bouclier gondorien, qui donnerait plus 1 de défense, et plus 2 si le personnage a le trait Gondor. Donc ça permettrait à Boromir de défendre à 4. Mais on va plutôt, dans la mécanique Gondor, sacrifier les alliés, hein. C'est pour ça qu'on a pas mal d'alliés qui sont, par exemple, celui-ci, il coûte 1 pour entrer en jeu, une ressource commandement, il fait rien que défendre, et lorsqu'il est vaincu, lorsqu'il quitte le jeu, on ajoute une ressource à la réserve d'un héros. Donc on pourrait payer le personnage avec une ressource violette, et ajouter une ressource sur la réserve d'un héros rouge, c'est possible aussi. Donc en fait, la mécanique du Gondor, elle va nous inciter plutôt à sacrifier des alliés, et donc dans ce cas-là, on a 2 cartes qui vont jouer là-dessus. Le sacrifice héroïque, hein, de la boîte de base. Dès qu'un allié quitte le jeu, on pioche 2 cartes. C'est le meilleur moyen, on va dire, de piocher dans le deck de démarrage tel qu'il est conçu là. Et l'autre effet, c'est que, eh bien, quand l'allié va quitter le jeu, un personnage va quitter le jeu, eh bien, Imraïl, le 3e héros, là, va se redresser. Et donc, Imraïl, il a des grosses statistiques, 2 de volonté, on pourrait l'envoyer en quête à 2, et ensuite, on sacrifie en défense un allié, il se redresse. Par exemple, il pourrait attaquer ou il pourrait défendre à son tour. Donc voilà, on va jouer beaucoup d'alliés pour les sacrifier. On a une autre mécanique dans notre deck, c'est, on l'a vu, ce qu'on appelle la vaillance, le fait de déclencher des effets positifs dès qu'on a 40 de menaces ou plus. Donc c'est très dangereux de jouer vaillance parce que si on ne fait pas attention, à 50 on est éliminé. C'est très dangereux aussi parce que quand on est à 40 de menaces, globalement 90% des ennemis vont nous engager, hein. On va pas se le cacher, donc du coup ça devient un petit peu dangereux, mais on va avoir des effets positifs. Le premier effet positif de ce deck, c'est pas le plus négligeable, hein, c'est Angbor. Et Angbor, il a 2 de volonté, c'est un petit allié qui coûte 2. Il a 2 de volonté, 1 d'attaque, mais lorsque on a 40 de menaces ou plus, eh bien il gagne plus 2 d'attaque, donc il tape à 3. Et il ne s'incline pas pour partir en quête. Donc il quête à 2, il tape à 3, c'est vraiment génial dans le cadre d'un deck de vaillance. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici On a ici déjà le soldat du Gondor, qui va permettre d'aller chercher n'importe quel nombre d'alliés Gondor dans les 5 premières cartes lorsqu'il rentre en jeu, les 5 premières cartes du deck. C'est pas négligeable, hein, parce que quand on a entre 25 et 30 alliés Gondor dans son deck, et c'est généralement au minimum 2 alliés à prendre en plus lorsque ce soldat rentre en jeu. Et peut-être dans le meilleur des cas, ça va être 3 à 4 alliés,
c'est énorme quand même. Franchement, c'est un très très bon personnage. On a également dans le cadre de la vaillance, l'épée de vaillance, qui s'attache à un héros noble. Ici, ce serait Imraïl ou Boromir, hein, pas Mamlung, ni Bérégonde, mais Faramir est aussi a aussi le très noble, bien sûr. Et donc ça pourrait se mettre aussi sur Faramir. Donc cette épée de vaillance, elle donne plus 1 d'attaque au héros attaché, et plus 2 si on a 40 ou plus. Nous avions également donc cette carte qui permet de redresser chaque personnage que l'on contrôle. Donc c'est pas une carte qu'on va jouer en début de jeu, hein, sachant qu'elle coûte 3 en plus. Et puis en début, on espère qu'on sera pas à 40 non plus dès le premier tour, mais normalement on est à 32, hein, si tout se passe bien. Au premier tour. Donc redresser chaque personnage que l'on contrôle, c'est pas du tout négligeable, hein, surtout dans un deck qui va jouer Swarm comme celui du Gondor. Et c'est chaque personnage, donc c'est héros et alliés, hein, ce n'est pas que les alliés. On a les piliers des rois. Alors les piliers des rois, c'est une carte un peu particulière. Donc un événement qui coûte 4, tant que notre menace est en dessous de 40, elle est gratuite. Elle est réduite de 4, donc elle coûte 0. Action, on fixe notre menace à 40. Donc on pourrait passer de 32 à 40 tour 1 pour déclencher la vaillance dès le tour 1, grosso modo. Si cet effet a augmenté votre menace, donc en gros si on était sous 40, eh bien on pioche une carte. Et voire on peut piocher jusqu'à 4 cartes si cela a augmenté notre menace de 10. Donc dans le cadre de ce deck de démarrage, non, ça ne fonctionnera pas parce qu'on commence forcément à 32 et qu'on n'a pas d'autre moyen de baisser la menace. Donc on commence forcément à 32, donc cette deuxième partie de la carte ne va pas fonctionner. Mais par exemple, si on réussit à en prendre d'autres héros, ça pourrait fonctionner potentiellement. Parce que les personnages Gondor, les héros Gondor coûtent généralement, c'est très rare qu'ils coûtent 10, enfin qu'ils coûtent moins de 10, ça arrive, mais c'est assez rare. Je crois qu'il y a Denethor, il doit y avoir Eleanor, mais généralement, ils coûtent 10 ou plus, les personnages du Gondor. Magbloom, je pense qu'il doit être à 10, comme tous les rôdeurs. Faramir doit être... Ah non, Faramir est à 11, mais c'est parce que c'est quand même un personnage peut-être un peu plus important, d'un point de vue thématique. Mais... donc là, cette deuxième partie ne va pas fonctionner dans le cas du deck de démarrage, mais possiblement, si vous buildez le deck différemment, cela pourrait fonctionner. Et piocher 4 cartes, ce n'est pas négligeable. Ça vous met directement en vaillance, d'accord, mais vous avez pioché 4 cartes et vous avez tous les bonus liés à la vaillance. Donc ça peut être intéressant, hein, ça dépend. Moi, c'est un style de jeu que je n'aime pas, parce que je suis plutôt prudent et que la vaillance, ça me fait un peu peur, mais possiblement, ça pourrait fonctionner. Mais ce n'est pas tout. Cette carte, si vous êtes à 49 de menace, si vous allez mourir au tour prochain, bah vous jouez la carte. Alors elle vous coûtera 4, mais vous repassez fixé à 40. Et du coup, ça devient le plus gros best menace du jeu en tant que tel. Hein, je crois qu'il n'y a pas mieux dans le jeu. Et donc c'est pas une carte qui est à négliger, c'est une carte qui est difficile à jouer, je pense. Mais si elle est bien jouée, elle peut être sacrément efficace. Donc ça, c'était pour la deuxième mécanique qui tourne autour de la vaillance. Une troisième mécanique qui pourrait rentrer donc dans ce deck, ça va être la mécanique des rôdeurs. Donc les rôdeurs, ici on a Mablung, alors lui il n'est pas forcément lié directement à cette mécanique en tant que tel. Lui il va avoir un intérêt, dès qu'on va engager un héros, eh bien il va ajouter une ressource à sa réserve de héros. Alors c'est un personnage très bien Mablung dans le cadre d'une sphère tactique qui a des problèmes pour la génération de la ressource. Donc ça c'est plutôt chouette. Mais on va plutôt être sur un personnage tel que Faramir. Alors Faramir, c'est un peu discutable parce que honnêtement, il est peut-être mal design, il est peut-être mal, il était peut-être été mal créé ce personnage, et du coup, il est un peu problématique. Il a un haut coup en menace, 11. Il a des stats équilibrés qui sont boostés pour chaque ennemi dans la zone de cheminement, mais en même temps, vu qu'il est à 11 de menace, il va nous booster la zone, enfin, il va nous pousser à avoir un niveau de départ en menace très élevé. Et ça correspond pas très bien au fait de vouloir garder dans les ennemis dans la zone de cheminement. Et en plus, il va tourner donc autour de la mécanique un petit peu des rangers. Et la mécanique des rangers, c'est vraiment une mécanique qui va vouloir profiter que les ennemis soient dans la zone de cheminement pour les immobiliser, les faire de les effets, les gérer un par un, peut-être en leur tirant dessus en leur faisant des dégâts depuis, alors qu'ils sont dans la zone de cheminement, ou les prendre tranquillement un par un et leur faire des effets négatifs. Je sais pas, Faramir, j'ai jamais réussi vraiment à le jouer. Je trouve pas qu'il est extraordinaire, il y a des personnages qui sont mieux. En plus, il a plus 1 en attaque tant qu'il y a des ennemis dans la zone de cheminement. Mais il peut pas cibler lui-même la zone de cheminement, donc c'est un petit peu dommage. Personnellement, un héros que j'aime pas tellement, mais alors par contre, l'illustration est extraordinaire, comme souvent avec Magali Villeneuve.
Alors là, ici, on a un allié, donc lié à la mécanique des rangers, des rôdeurs. Donc cet allié, lorsqu'il s'est engagé dans une quête, on choisit un ennemi qui a un piège attaché à lui. Donc par exemple, on pense au piège de la boîte de base, là, qui empêchait par exemple le troll d'attaquer. Et jusqu'à la fin de la phase, cet ennemi, jusqu'à la fin de la phase, plutôt de l'allié, gagne plus X en volonté. X est la menace de ce personnage, la menace imprimée sur l'ennemi auquel le piège est attaché. Donc ça nécessite pas mal de cartes pour fonctionner, donc c'est pas forcément évident. Il va falloir d'abord attacher un piège à un ennemi. Donc heureusement, le pack Défenseur du Gondor apporte des nouveaux pièges, hein, en plus de celui de la boîte de base. Mais ça va nécessiter pas mal de choses. Il va falloir attacher un piège à un ennemi qui a une menace imprimée assez élevée. Et ensuite, il faudra engager ce personnage-là dans la quête pour bénéficier d'un effet vraiment intéressant. C'est pas un personnage qui est extraordinaire, moi je trouve. Il est peut-être un peu lent à mettre en place. Et puis, on va voir avec les pièges, c'est un peu délicat par moment. Justement parce que les nouveaux pièges qui arrivent ici, on les attache pas à l'ennemi que l'on souhaite en fait. On va l'attacher au prochain ennemi qui est révélé dans la zone de cheminement. Donc on va on va payer le piège et le mettre dans la zone de cheminement. Et le prochain ennemi révélé du deck de rencontre, paf, il se retrouve attaché au piège. Donc si on met genre ce piège ici, alors qu'est-ce que ça dit ce piège? Ça dit n'importe quel joueur, enfin personnage il peut cibler cet ennemi avec son attaque. Donc là, ça nous permettrait, par exemple, de cibler dans la zone de cheminement, si l'on souhaite. Donc là, ça fonctionnerait avec Faramir. Mais, par exemple, si cet attachement se retrouve attaché, par exemple, au troll de l'Anduin. Bon, le troll de l'Anduin, non, c'est pas forcément un bon exemple, parce que il est mis en place dès le début du jeu, et donc du coup, ça fonctionnerait pas avec ce piège. Mais, enfin voilà, si vous révélez un deuxième troll et que c'est attaché au deuxième troll, eh bien, le troll, il a que un point de menace, et donc on pourra le cibler avec les attaques, avec le piège, mais lui, par contre, il gagnerait que plus 1 de volonté, c'est pas extraordinaire, quoi. Ça serait pas extraordinaire. Le problème, vraiment, de la mécanique telle qu'elle est ici, c'est qu'on ne sait pas à qui sera attaché le piège. Et donc, du coup, c'est problématique. Il faudrait un peu de sonde dans ce deck. Alors, heureusement, la mécanique des pièges, c'est généralement en connaissance. Donc, du coup, ça nous permet de jouer, par exemple, un personnage tel que Enamars ou tel que Denethor, et donc de savoir un petit peu ce qui va arriver dans le deck de rencontre. Mais comme les pièges, on ne sait pas vraiment à qui ils seront attachés, par défaut, eh bien, c'est un peu risqué. Donc, si cet attachement-là est attaché au troll ou à un gros ennemi, c'est plutôt chouette parce qu'on peut le cibler avant qu'il nous attaque. Mais s'il est attaché juste à un petit corbeau ou je sais pas quoi, un petit oiseau là des pays de Dain, c'est pas terrible du tout. Donc, c'est peut-être le problème de la mécanique piège telle qu'elle est là, telle qu'elle est proposée. Alors, ces autres pièges, eh bien, le même effet, hein, il s'attache au premier ennemi qui est révélé du deck de rencontre. On ne fait pas de test d'engagement contre cet ennemi, et l'ennemi attaché perd 2 de menace. Donc ça, c'est plutôt chouette. Par contre, ça coûte 2 ressources connaissances. C'est pas rien, hein, il va falloir d'autres cartes pour contrebalancer ça. Et ici, on a cet événement qui est aussi lié à la mécanique des pièges, à condition que l'on contrôle un personnage unique rôdeur et un personnage unique guerrier, et ça doit pas être le même personnage, hein. Donc je sais pas si... Non, Faramir n'est pas guerrier. Mais voilà, donc il faudrait contrôler par exemple Boromir et Faramir, ou... Ah non, Imraïl n'est pas guerrier. Enfin voilà, vous voyez l'idée, on pourrait prendre... je pense que Legolas doit être guerrier, si je dis pas de bêtises. Ou sinon Gimli, et on pourrait... déclencher cette carte, mais voilà, elle est un petit peu situationnelle à jouer, ça se joue pas dans n'importe quel deck. Après qu'on ait engagé un ennemi, cet ennemi ne peut pas nous attaquer jusqu'à la fin du tour. Donc cette carte-là, elle fonctionne bien chez les rôdeurs parce que les rôdeurs, ils sont pas d'excellents défenseurs. Généralement, ils ont des statistiques comme Ablung et Faramir, ils ont des statistiques qui sont de base très équilibrées. Donc ils sont pas d'excellents défenseurs, ils sont pas d'excellents attaquants, et donc ils vont pas vouloir se prendre trop de dégâts lors d'une attaque. Ils vont pas pouvoir tanker le troll facilement, par exemple de l'Anduin. Et donc, ce genre de carte, c'est intéressant parce que ça leur donne un tour de répit qui leur permet de gérer le troll différemment. Et par exemple, quand on joue rôdeur, on pourrait ensuite on pourrait engager le troll,
on évite son attaque via cette carte-là, et au tour suivant, on lui joue le piège qui va l'empêcher d'attaquer, et comme ça, il est géré définitivement pour la partie. Donc ça, c'est ce genre de choses, c'est tout à fait possible. Une dernière mécanique qui est présente dans le deck de démarrage, dans le deck du Gondor, c'est une mécanique qui va de plus en plus jouer sur les attachements. Et ici, c'est renforcé par Bérégonde, qui est globalement, on va dire, le meilleur défenseur du jeu. Pas forcément le plus fun à jouer, parce qu'il fait une seule chose, et il le fait très 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 bien, mais il fait une seule chose, c'est il va faire uniquement la défense. Il a 4 de défense, donc je pense que dans le jeu, c'est celui qui a le plus de défense. Il a 4 de défense, il a le mot-clé sentinelle, il a le trait guerrier, il a tout ce qu'il faut en gros pour être un bon défenseur, et sa capacité est géniale. On réduit le coût des attachements armes et armure de 2 quand ils sont joués sur Bérégon. Et ça c'est extraordinaire parce que ça nous permet de jouer le bouclier gondorien sur lui gratuitement, sachant qu'il est Gondor bien sûr, Bérégon, donc il passe de 4 à 6 de défense, donc il tank lui tout seul le troll tour 1, par exemple, si on a le bouclier gondorien tour 1, donc c'est extraordinaire. Ça nous permet de jouer l'armure de la citadelle, qui donne plus 4 points de vie, là, qui était dans la boîte de base, pour 2 au lieu de 4. Donc 4, c'est peut-être un peu cher, 2, c'est tout à fait abordable. Donc il gagne plus 4 points de vie. Enfin voilà, c'est plein de cartes comme ça qui vont être intéressants sur Bérégonde. Il y a aussi ici le capitaine de Gondor, donc ça pourrait aussi fonctionner sur Boromir, le capitaine de Gondor. On l'attache à un personnage guerrier, et dès qu'on engage optionnellement un ennemi, eh bien, le personnage attaché gagne plus 1 d'attaque, plus 1 de défense, jusqu'à la fin du tour. Et ça, c'est pas négligeable, on peut le mettre en foin dès lors qu'on va jouer un personnage qui est guerrier et qu'on joue la sphère rouge, ça reste intéressant, parce que même si vous sentez que l'ennemi... même si vous savez qu'au test d'engagement, l'ennemi va vous engager, vous l'engagez optionnellement. Hein. Si vous avez rien d'autre à faire, vous l'engagez optionnellement, comme ça, paf, vous prenez le plus 1, et ça fonctionne. Et cette mécanique, elle est renforcée par une carte telle que le défenseur, tel que derrière des remparts, derrière de solides remparts, je sais pas comment ça s'appelle en français. Cette carte, elle permet de redresser, c'est un événement qui redresse un personnage défenseur Gondor, et ce personnage gagne plus 1 de défense jusqu'à la fin de la phase. Et juste pour vous rappeler, au moment où l'ennemi va attaquer, vous vous déclarez défenseur, mais vous avez des chronos d'action avant que l'attaque soit résolue. Donc vous jouez cet événement-là à ce moment-là. Bérégonde est incliné pour défendre l'attaque d'un ennemi. Vous avez un créneau d'action avant que l'attaque de l'ennemi soit complètement résolue. Vous redressez Bérégonde. C'est un personnage donc défenseur Gondor. Il est redressé, il gagne plus 1, il défend à 4 ou à 5 ou jusqu'à 7 si vous avez le bouclier gondorien. Et donc, grosso modo, il défend n'importe quoi dans le cadre de la boîte de base. Et ça vous permet de refaire une défense plus tard. Enfin voilà, ce genre de carte. Enfin, la dernière carte importante dans cet élément-là, c'est le marteau à ennemi. Et le marteau à ennemi, c'est plutôt chouette parce que c'est une carte qui nous apporte de la pioche en tactique. Et ça, c'est pas négligeable. Après, quand un ennemi qui a. Après qu'un héros qui a attaqué et détruit un ennemi. Après qu'un héros a attaqué et détruit un ennemi, on peut incliner un attachement arme sur ce héros pour piocher 3 cartes. Et là, en tactique, je ne crois pas qu'il y ait une meilleure carte pour piocher. Donc c'est vraiment une très très bonne carte dès qu'on joue tactique. Et ça va fonctionner donc avec l'épée de vaillance ici. Ça peut fonctionner sur l'épée de vaillance, mais ça peut fonctionner aussi sur les armes qui sont présentes dans la boîte de base. Malheureusement, il n'y a pas trop d'autres armes ici. Et donc c'est peut-être un petit peu léger dans le cadre de la boîte dans le cadre du deck de démarrage. Mais par exemple, sur un Legolas, vous pouvez lui jouer. Je pense que cette carte-là, elle fonctionne sur Legolas, parce qu'il doit avoir le Trenum normalement. Et vous pouvez lui mettre Legolas aussi, je sais pas, les épées de Gondlin, là. Je crois que dans le pack de démarrage Elf, il y avait aussi un nouvel arc pour Legolas. Donc c'est voilà, plein de choses qui peuvent fonctionner et qui peuvent être intéressantes dès lors qu'on joue au moins, je pense, 5 à 6 attachements armes dans le deck. Ici, il n'y en a que 3, c'est peut-être un petit peu léger, je trouve, pour jouer de manière stable le marteau ennemi, mais en même temps, ils l'ont mis qu'en x2, donc ça s'expliquerait par le fait qu'il faut d'abord trouver l'épée, détruire un ennemi, et ensuite on pourra jouer le marteau ennemi. Voilà, donc c'est peut-être un peu lourd dans le cadre du deck de démarrage, mais ça n'empêche que c'est pas une négligeable comme carte. Dernière chose, c'est
Helm of Secrecy, je sais plus comment ça s'appelle en français. Alors ça c'est une carte, c'est pas pourquoi ils l'ont mis là, ils avaient sans doute un foin, un mètre quelque part. C'est un événement qui coûte 4, c'est très cher mais c'est neutre, limite de 1 par deck. Encore une fois, moi je suis pas fan de ce type de carte, mais l'effet est fort et fun. On choisit action, on choisit un héros que l'on contrôle et on défausse tous les tokens qui sont sur lui. Donc par exemple toutes les ressources ou je sais rien, tous les dégâts. Et on sélectionne un héros qui n'est pas de la sphère. C'est un peu étrange de mettre cette carte là parce que les gens vont pas comprendre ce que c'est que ça. On va sélectionner un héros différent qui n'est pas de la sphère Hobbit et de la sphère communauté, je crois. Donc c'est des cartes qui sont liées aux campagnes du Hobbit et du Seigneur des Anneaux. Donc c'est des cartes qui sont pas encore disponibles pour l'instant, donc c'est un peu bizarre de mettre cette carte maintenant. On va chercher donc un héros différent de notre collection et qui a un coût en menace égal ou inférieur à celui du héros qui a été choisi. Et on échange ces deux héros. Et on déplace tous les attachements qui étaient sur le héros de départ sur le nouveau héros. Donc c'est une carte qui est très étrange. En gros, ça nous permet de dire, bah non, finalement, ce n'était pas... je sais pas, ce n'était pas Talin le nain qui était là, mais finalement c'est Legolas Lef qui apparaît. C'est un peu étrange comme carte, mais bon. Bon voilà, je sais pas trop quoi dire de plus. Moi je suis pas spécialement fan de cette carte-là. Je trouve que c'est plus une carte rigolote qu'une carte sur laquelle on peut baser son deck. C'est plus histoire de faire des choses rigolotes dans sa partie. C'est un peu étrange de le mettre là, c'est un peu difficile à comprendre comme carte. C'est en plus des cartes sont référencées ici, enfin des types de cartes sont référencées ici qui ne sont pas encore disponibles dans le cadre de l'édition révisée du jeu. Je sais pas pourquoi ils l'ont mis là. Bon, voilà, c'est un petit plus, mais ça vous permet de faire quelques trucs rigolos durant vos parties. Bon, écoutez, on va s'arrêter là pour parler du Gondor, c'est déjà suffisant. J'ai voulu séparer la partie et la description du deck parce qu'il y avait tellement à dire sur ce deck Gondor. Personnellement, tel qu'il est dans le deck de démarrage, je n'aime pas. Mais ça veut pas dire que le deck est mauvais. Et ça veut pas dire que le pack est mauvais. Au contraire, le pack apporte plein de nouvelles choses dans la mécanique du Gondor. Et ça, c'est plutôt cool. Hein. Là où les nains et surtout les elfes apportaient quasiment qu'une seule chose. En grosso modo, ils apportaient une mécanique, voire deux. Les elfes sylvains apportaient aussi la mécanique d'Elrond et Villia. C'était un peu étrange, mais voilà. C'était comme ça. Ça apportait une deuxième mécanique. Les nains avaient deux mécaniques différentes. La mécanique Swarm et la mécanique défausse depuis le dessus du deck. Ici, on a plein de petites mécaniques. Je sais pas si on a une qui fonctionne très bien plus que les autres. Je pense que le Swarm, ça doit plutôt bien fonctionner. Mais voilà, on a quand même plein de personnages géniaux. Mablung, c'est un super héros tactique. Imrail, il coûte un peu cher en menace, mais il est sympa, ça reste un bon héros. Boromir, il est assez particulier, c'est pas le Boromir préféré des gens. Moi, c'est mon préféré parce que j'adore l'illustration, et que j'aime pas l'illustration de l'autre Boromir, mais généralement, les gens préfèrent l'autre Boromir. Ici, on a Beregond, qui est le meilleur défenseur du jeu, on va pas se le cacher, hein, qui est pas forcément le personnage le plus fun parce qu'il fait qu'une seule chose, hein, mais voilà. Mais il le fait très très bien. Et Faramir, qui est peut-être le moins bon des héros ici, parce que moi je trouve qu'il a été un petit peu mal design comme héros, et donc il reste difficile à jouer, mais si vous arrivez à faire des decks, n'hésitez pas à les partager. Je m'arrête là, on fera une partie filmée prochainement, je vous dis à très bientôt, et bon jeu à tout le monde.